YouTube. Donc je continue la série de À quoi servent les mathématiques. Et il y en a qui pourraient dire, les gens qui sont pas spécialement à l'aise avec ça, pourraient se dire oui mais quand même tes vidéos, il n'y a pas beaucoup d'applications concrètes. Et je peux entendre cette critique, pardon. Mais là on va s'attaquer à une partie qui va être très concrète. Et ne vous inquiétez pas, je suis allé très très vite sur beaucoup de choses, mais parce que en fait, les choses que je vous ai montrées jusqu'à présent, on va les réutiliser de façon plus concrète. Mais je préfère que vous ayez un aperçu le plus exhaustif possible avant de rentrer en profondeur dans chaque partie. Alors, ici, ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'on appelle l'information chiffrée, la notion de proportion, de pourcentage, d'ensemble de références, d'évolution. Ça c'est très très important, évolution relative, évolution successive, évolution réciproque, toutes ces choses-là. Eh ben j'ai envie de dire, on est parti quoi. On est parti. Alors, au début, je voulais faire un tableau, etc. Mais en fait, non, je pense qu'il faut d'abord commencer par du visuel. On va commencer par des choses assez basiques. On imagine que c'est un cercle bien fait. Et évidemment, si je le partage en deux, là, j'ai 50%. Je pense que jusqu'ici, j'ai perdu personne. Bon. Maintenant, si on le partage en 4, on a 25%. Là également, je pense que j'ai perdu personne. Maintenant, le truc, c'est que si on prend 50% de 25%, c'est-à-dire si on fait un zoom et on a juste cette partie-là, d'accord? Donc cette partie-là, ça représentait 25% de la totalité, d'accord? Imaginons que ça, on l'appelle l'ensemble E1, d'accord? Et ça, on l'appelle la portion P0. P0, c'est égal à un quart de E1. Mais maintenant, si on prend un demi de P0, qu'est-ce que ça fait? Un demi de P0, eh bien, ça fait un demi multiplié par un quart de E1. Donc c'est-à-dire que ça fait un huitième de E1. Autrement dit, les proportions se multiplient. C'est-à-dire que la moitié de 25%, c'est 50% de 25%. Donc si on l'écrit en pourcentage, 50% de 25%, il faut simplement se rappeler que les pourcentages, c'est rien autre qu'une fraction avec un dénominateur qui vaut 100. D'accord? 50%, c'est 50 sur 100. Et 25%, c'est 25 sur 100. Et donc, on peut revenir à ces écritures-là qui sont beaucoup plus rapides. D'accord? 50%, c'est un demi. Et 25%, c'est un quart. Donc ça nous fait bien un huitième. Maintenant, un huitième en pourcentage, ça fait quoi? Eh bien, ça fait 12,5%. Donc en fait, les pourcentages, c'est rien d'autre que des fractions. Ok? Bon, ça, je pense que j'ai perdu personne. Donc, ici, c'est ce qu'on appelle prendre une sous-population, d'accord? Là, on avait la population, on a pris la sous-population, on a pris la sous-population de la sous-population, d'accord? C'est-à-dire l'opération qui est là. Pourcentage d'une sous-population. On a une population qui fait 25% et on prend un pourcentage de cette sous-population, tout simplement. Ok. euh, Maintenant, on va parler de la partie la plus intéressante, la notion d'évolution. C'est ça qui est le plus important. Alors, ici, on va dire qu'on part d'une quantité Q0 et on va obtenir une quantité Q1. Alors, pour fixer les idées, d'abord, on va dire qu'on a 100 ici, et là, on va dire qu'on a 115. Donc là, je pense que c'est pas très compliqué pour tout le monde de comprendre qu'on a fait une évolution de plus 15%. Pardon. Une évolution de plus 15%. D'accord? Ok. Mais si maintenant on dit que on est parti de 101 et qu'on est allé à 114, quel est le taux d'évolution? Ah oui, parce que le truc, c'est pas de trouver la réponse, c'est de savoir comment on fait pour obtenir la réponse. Parce que là, évidemment que vous savez que c'est plus 15%, ça saute aux yeux, mais là, alors que j'ai juste ajouté un ici et enlevé un là, là ça saute plus aux yeux. Donc la notion qu'on veut savoir d'abord, c'est ce qu'on appelle la variation absolue. La variation absolue, ça c'est facile, c'est simplement la valeur d'arrivée, donc que j'ai appelé Q1, moins la valeur de départ, que j'ai appelé Q0. Donc Q1 moins Q0, qu'on peut aussi noter delta Q. Delta, c'est pour dire que c'est la différence, parce que delta en grec, c'est le D1. Voilà. Donc ici, ça va faire 114 moins 101, donc c'est-à-dire 13. Alors que là, delta Q, il était égal à 15.
Donc on pourrait se dire, bah, la variation elle est plus faible. D'accord. Mais la question c'est, quelle va être la variation relative? C'est ça le pourcentage. Hein, parce que ça ne nous donne pas. Ça ne veut pas dire que c'est plus 13. Hein, c'est pas plus 13%. D'ailleurs, on va voir après ce que ça fait si on faisait plus 13%. Pour savoir le pourcentage, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire delta Q sur Q0. C'est-à-dire valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale. Et après, évidemment, il faut multiplier par 100 pour avoir un pourcentage. Donc ici, ça veut dire qu'on va avoir 13 divisé par 101. 13 divisé par 101, ça va être plus petit que 15%. Alors ici, on prend une calculatrice, on fait 13 divisé par 101, et ça nous fait 12,87. Donc 0,1287, c'est-à-dire 12,87%. Donc ça fait moins que 13%. En même temps, c'est normal, parce que 13%, ça veut dire 13 sur 100. Là, c'est sur 101, on divise par plus, donc forcément, on perd un petit peu. Ok? Très bien, maintenant, faisons l'inverse. Si on faisait 101 fois plus 13%, d'accord? 101 plus 13%, ça veut dire que la valeur finale, d'accord? Donc ça, si c'est Q0, et que Q1, on veut que ça soit Q0 plus 13% de Q0, bah, le calcul, en fait, ça veut dire que on met Q0 en facteur et qu'on fait 1 plus 13 sur 100. Et ça, c'est ce qu'on va appeler le coefficient multiplicateur. Parce qu'en fait, quand on ajoute 13%, en fait, ça veut dire qu'on multiplie par 1,13. C'est ça le coefficient multiplicateur. Donc on récapitule. Quand on a Q0 et qu'on va à Q1, si on a un taux qui est connu, d'accord, plus T%, ça veut dire que Q1 est égal à Q0 plus T sur 100 Q0. Autrement dit, ça veut dire qu'on a 1 plus T sur 100 fois Q0. Donc là, c'est lorsque on a augmenté en pourcentage. Ok? Et si on connaît la valeur Q0 et on connaît la valeur Q1 et qu'on veut trouver T, comment est-ce qu'on fait? On fait Q1 moins Q0 divisé par Q0. Et après, simplement, le fait de multiplier par 100, c'est juste pour décaler la virgule, pour écrire que c'est un pourcentage. Voilà, c'est ça qui nous donne le tout. Ok, bon, ça c'était pour les évolutions positives, mais ça peut être une évolution négative. Donc pareil, si on prend un exemple simple, si on part de 100% et qu'on descend à 97, bon, je pense que tout le monde aura repéré qu'on a une baisse de 3%. Ici, cette baisse de 3%, elle se mesure comme étant moins 3. Mais si on fait une deuxième baisse de 3%, qu'est-ce qu'on obtient? Est-ce qu'on obtient 94, comme on pourrait penser? Ou est-ce qu'on obtient autre chose? Mettez pause sur la vidéo et essayez de trouver par vous-même. Donc maintenant, on va calculer le coefficient multiplicateur de ce moins 3%. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que si on veut calculer le taux, bah, on va faire Q1 moins Q0 divisé par Q0 et multiplié par 100. Bon, là ça va être rapide puisqu'on va diviser par 100. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait Q1 moins Q0, ça fait moins 3. Moins 3 divisé par 100, ça fait... Là, je refais le truc. 97 moins 100 divisé par 100 multiplié par 100. Donc ça nous a donné le taux. Le taux, c'est moins 3%. Ok? Maintenant, le coefficient multiplicateur, c'est que en fait, on a fait Q1 égale Q0 moins 3 sur 100 fois Q0. Donc c'est-à-dire qu'on a fait 1 moins 3 sur 100 Q0. Alors si on tolère que T soit un nombre positif ou négatif, on peut avoir une seule formule en disant que c'est 1 plus T sur 100. Si on veut faire vraiment la différence quand c'est positif et quand c'est négatif, et ben dans le cas où c'est négatif, ce sera 1 moins T sur 100 fois Q0. Donc concrètement, le coefficient multiplicateur, il y a deux options. Soit il est supérieur à 1, d'accord, on va le faire comme ça plutôt. Voilà. Coefficient multiplicateur supérieur à 1, ça veut dire que c'est une augmentation, plus T%. Ou je rappelle, dans ce cas-là, c'est... on va l'écrire comme ça. Hop, non merde, c'est pas ça que je voulais. Ah oui, c'est ça. On va écrire ça ici. Proprement, ça veut dire 1 plus T sur 100. Voilà. Et coefficient multiplicateur inférieur à 1. Dans ce cas-là, c'est moins T sur 100.
Alors maintenant, on va répondre à la question, qu'est-ce qui se passe si on fait deux baisses? Donc là, ça veut dire qu'on a fait fois 1 moins 3 sur 100, ça fait 0,97. Donc le coefficient multiplicateur il est bien inférieur à 1. Donc là, on fait aussi fois 0,97, mais à partir de 97. Donc si on fait 97 fois 0,97, ça fait 97 fois 97 sur 100. Donc ça fait 97 au carré sur 100. Au passage, si on n'a pas calculatrice, c'est qu'on veut calculer 97 au carré. 97, on a dit, c'est 100 moins 3. Donc on peut utiliser identité remarquable. Donc là, ça nous fait quoi? Ça nous fait 100 au carré, moins 2 fois 3 fois 100, plus 3 au carré. Donc 100 au carré, on va mettre des puissances de 10, hein, ce sera plus pratique. Ça fait 10 puissance 4, hein, ce que je rappelle que 100, c'est 10 puissance 2. Ok? Donc ça nous fait 10 puissance 4, donc 10 000. Là, ça nous fait 600. Et là, ça nous fait plus 9. Donc 600 plus 9, ça nous fait 551. 591, pardon. Donc ça nous fait 10 000 moins 591. Alors 10 000 moins 600, ça nous ferait 9 400. Mais sauf qu'il faut rajouter 9. Donc ça nous fait 9 409. Ok? Donc ça nous fait 9 409 divisé par 100. Ça veut dire qu'on va décaler de 2 crans. Et donc ça va nous faire 94,09%. Donc ça fait un chouïa plus que 94%. Ok, donc récapitulatif. Si on a Q0, on fait une augmentation de T%. On a Q1 qui est égal à 1 plus T sur 100 fois Q0. Si on refait une deuxième évolution constante, après on va voir les évolutions où on a des valeurs différentes. Si on fait une deuxième évolution avec le même taux, d'accord, donc c'est la même augmentation, ben ça veut dire que Q2 va être égal à 1 plus T sur 100 fois Q1. Donc je vais le réécrire là, Q2 égale 1 plus T sur 100 fois Q1. Mais Q1 lui-même, il est égal à 1 plus T sur 100 fois Q0. Donc ça fait 1 plus T sur 100 au carré fois Q0. Donc mettons des chiffres pour que ça soit très clair. Si on a une augmentation de 3%, si on fait deux fois successivement une augmentation de 3%, le coefficient multiplicateur pour Q2, ce sera 1,03 au carré. Je n'ai pas besoin de mettre parenthèse d'ailleurs, je m'aperçois. Mais je vais le mettre sous cette forme-là pour que ça soit très clair. Ça fait 1 plus 3 sur 100 au carré fois Q0. Bah tiens, on va faire l'identité remarquable. Donc ça fait 1 au carré plus 2 fois 3 sur 100 plus 3 sur 100 au carré. Tout ça évidemment fois Q0. Ok, très bien. Donc ça fait 1, ça va bouger. Ça nous fait 6%. Donc ça veut dire que c'est la deuxième décimale. Et ça nous fait 9 sur 10 000. Donc ça veut dire que c'est la quatrième décimale. Donc ça nous fait 1,0609 Q0. Alors comment est-ce qu'on fait quand on a le coefficient multiplicateur pour retrouver le taux? Comme le coefficient multiplicateur, quand on sait que c'est une augmentation, c'est 1 plus T sur 100, bah, si on veut retrouver T, c'est une équation en fait. On va l'appeler C pour que ça soit plus court à écrire. Donc on réécrit notre équation dans le sens qui nous intéresse, à savoir avec T, donc ce qu'on cherche à gauche. Et on va le faire avec ce calcul-là d'ailleurs, tiens, comme ça va être très clair. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? La première étape, c'est on va supprimer 1 de chaque côté. Donc si on fait moins 1 de chaque côté, on se retrouve ici avec T sur 100. Et ici, ça, moins 1, ça fait exactement 0,0609. Et maintenant, on multiplie par 100. Et donc si on multiplie par 100, on va décaler la virgule de 2 crans. Donc ça va nous faire 6,09. Conclusion des cours, si on fait plus 3% et encore plus 3%, Q2 ici, l'évolution globale, c'est plus 6,09%. On a gagné un petit 0,9.
Alors, de façon générale, si on veut déterminer le coefficient multiplicateur, enfin pardon, le taux d'évolution connaissant le coefficient multiplicateur, donc on réécrit l'équation dans le sens qui nous arrange, comme ça. Ici, on a le coefficient multiplicateur, donc première chose, c'est qu'on va faire moins 1. Et ensuite, on multiplie par 100. Donc on a cette formule, 100 facteur de coefficient multiplicateur moins 1, tout simplement. Alors attention, ça c'est si on a une évolution positive, parce que si on a une évolution négative, c'est 1 moins t, donc du coup, ça fera dans le sens. Mais on va le faire tout de suite, comme ça va être très clair. Alors, bah, si on refait notre baisse de 3%, mais on l'a fait 2 fois. Donc là, on a 97, donc on a moins 3%, voilà. Et on refait une baisse, moins 3%. Et donc ici, on avait obtenu Q2 égale 94,09, je crois, si je me souviens bien, si je dis pas de bêtises. Où est-ce qu'il était, celui-là? Ouais, c'est ça, 94,09. Alors, du coup, le premier coefficient multiplicateur ici, c'est 0,97. Là, c'est aussi 0,97, mais la question, c'est le coefficient multiplicateur global, c'est fois combien? On l'avait calculé, ça, je crois. Je crois qu'on l'avait calculé. Bon, sinon, on va le recalculer, c'est pas grave. Oui, c'est ça. C'est. Ah oui, d'ailleurs, je m'aperçois que j'ai fait une erreur. Ce que j'ai écrit là, c'est vrai, mais sauf que c'est ça fois. C'est tout ça fois fois Q0, pardon. Mais je vais le faire ici. Voilà, ça sera l'occasion de le faire proprement. Donc c'est 0,97 fois 0,97. Donc c'est ce qu'on a calculé tout à l'heure, hein, ce que j'ai dit. Hein, ça, c'est 0,97 au carré, hein, donc c'est 100 moins 3 sur 100 au carré. Donc on refait le calcul vite fait. Ça fait 10 puissance 4 moins 2 fois 100 fois 3 sur 100, donc ça s'en va. Plus 9 sur 10 puissance 4. Ok. Donc ça fait, c'est fait le truc que j'ai dit, hein, 9000. Pardon, c'est pas 100, c'est 1 sur 100. Putain, je fais n'importe quoi là. Wow. Alors ici, c'est au carré du coup. Et c'est pas puissance 4. Ouh là là. Non, et ici, il n'y a pas de. Voilà. Ça y est pas. Donc il n'y a pas de simplification ici. Voilà. Voilà, donc ça fait bien. Tac, tac, tac. Hop. 1 moins 6 sur 100. Voilà. Plus 9 sur 10 000. Donc ça fait bien 1 moins 0,06. Voilà. Plus 0,123. 1, 2, 3, 4, voilà, et le 9 qui est là. D'accord. Donc du coup, ça nous fait 0,94 plus le 0,9, voilà, ça nous fait ça. Ok. Donc c'est ça le coefficient multiplicateur, c'est 0,9409. Mais donc du coup, ce qu'on veut, c'est déterminer quel est le taux. Donc on sait que 1 moins t sur 100 égale 0,9409. Voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire moins 1 de chaque côté, ok. Mais il faut tenir compte de ce moins qui est là. Donc du coup, ça nous fait ça moins 1, donc ça moins 1, ça nous fait... Donc ça nous fait quoi? Ça nous fait... faut faire c'est assez chiant, en fait. Voilà, on va mettre ça comme ça, parce que ça fait 1,1234. Et là, ça fait 0,9409. Voilà, donc là, il va une fois. Ça décale de 1 cran, du coup, ça fait 8. Ça décale de 1 cran, ça fait 5. Ça décale de 1 cran, ça nous fait 0. Voilà. Donc ça nous fait 0, enfin, moins 0,0581. Et on multiplie par moins 100 pour se débarrasser du moins et du 100 qui est là. Et ça nous fait... donc on décale de 2 crans, ça nous fait 5,81. Donc ça veut dire que le taux global, c'est moins 5,81%. Voilà. Donc maintenant, si on fait les formules générales, si on a Q0 et on fait moins T%, on obtient Q1 et qu'on refait à nouveau moins T%,
et on obtient Q2. Déjà, le coefficient multiplicateur global, ça devient 1 moins t sur 100 au carré. D'accord? Donc, qui fait que si on développe le calcul, ça nous fait 1 moins 2 fois t sur 100 plus t au carré sur 100 au carré. Ok? Autrement dit, ça nous fait une équation du second degré. Hein. Ça nous fait t au carré 1 sur 10 puissance 4 moins t sur 50 plus 1. Donc ça, c'est notre coefficient multiplicateur. Et si on veut donc déterminer t, c'est un petit peu plus compliqué. Bah, sachant que en fait, la valeur de t, on la connaît, hein, du coup. Enfin, je veux dire, non, soit on connaît la valeur de c. Oui, c'est ça. Si on connaît le coefficient multiplicateur et qu'on veut redéterminer ça, bah, il faut résoudre l'équation de second degré. Ah, ouais, non, ça avec le niveau de seconde, vous pouvez pas le faire, en fait. Ça, vous pouvez pas le faire avec le niveau de seconde. Il faut que je montre un autre outil de calcul qui s'appelle le déterminant, qui se voit en première. Bon, bah, je fais le calcul comme ça, les gens qui connaissent, ils pourront savoir ça, et je expliquerai le détail en première. Donc du coup, ça fait moins 1 sur 50 au carré, moins 4 fois 1 sur 10 puissance 4. D'accord? Donc ça nous fait 1 sur 5 au carré fois 10 au carré, donc ça nous fait 25 et 2 zéros, voilà. Et ici, ça nous fait moins 4 sur 10 000, donc 4 sur 10 000, ça nous fait 4 sur 10 au carré fois 10 au carré. On peut simplifier, ça nous fait 25 en bas, et donc du coup ça tombe bien parce que ça nous fait 0. Oui, en fait, le calcul que j'ai fait est stupide parce qu'il est là. Il est là, donc du coup, c'est cette formule-là qu'il faut utiliser. Hop, 1 moins t sur 100 au carré égale c. Donc là, du coup, bah, c c'est un nombre compris entre 0 et 1, donc du coup on prend la racine carrée de ça directement. Voilà. Ça nous fait racine carrée de c. Et ensuite, on enlève 1. Et ensuite, on multiplie par moins 100. Et donc ça nous donne la formule suivante. 100 facteur de 1 moins racine carrée de c. Voilà. Mais comme vous avez vu, quand on a les chiffres, en fait, c'est direct. C'est juste que trouver une formule générale, c'est un peu... Et puis là, c'est un cas particulier parce que, en fait, il n'y a pas de raison de s'arrêter à 2 étapes. On peut en faire plus, 3, etc., etc. Mais pour en faire plus, en fait, c'est en première qu'on fait ça parce qu'on voit les suites. En fait, il faut voir les suites pour avoir les itérations. Ok, l'évolution réciproque. Voilà, ça, c'est beaucoup plus intéressant. Enfin, c'est pas que c'est pas intéressant, ça serait intéressant. Si on fait... Ah oui, j'ai pas fait des évolutions successives différentes, parce que là j'ai fait le cas particulier, c'est la même. Donc c'est-à-dire si on fait par exemple plus 10%, et après on fait plus 12%, non, ou plus 9%, on va faire ça comme ça. Plus 10%, et puis après plus 9%. Donc là on a Q1, ok, et après on fait plus 9%. Et après on fera les évolutions croisées où c'est une hausse puis une baisse. Voilà. Donc là, du coup, si on fait ça, bah, le premier Q1 c'est 1 plus 10 sur 100 fois Q0, donc c'est-à-dire 1,1. Ok. Q2, c'est 1 plus 9 sur 100 fois Q1, donc c'est 1,09 Q1, mais comme Q1 c'est déjà égal à 1,1 Q0, ça nous fait 1,09 fois 1,1 Q0, pour avoir l'évolution globale. D'accord? Donc le coef global, on le calcule, on va l'appeler CG, c'est 1,09 fois 1,1. Bon, ça, on peut soit le calculer de tête, soit on met... soit on prend... comment ça s'appelle? Soit on prend une calculatrice, mais l'astuce pour calculer de tête, c'est de dire que ça fait 10,9 fois 11. On a décalé les deux de 1 cran, donc ça fait divisé par 100. Parce qu'on a fait x10 ici et x10 ici, donc en tout on a fait x 100. Voilà, et si on fait ça, l'avantage c'est que si on fait ça fois 11, ça revient à coller. Parce qu'on recopie ça et on le décale. Alors en fait c'est fois 1000 si j'enlève la virgule qui est là. Voilà. Voilà, ça c'est pour vous donner des astuces pour calculer si vous n'avez pas de calculatrice, mais évidemment vous allez utiliser une calculatrice et ça se fait très bien. Voilà. Voilà, donc du coup ça, après on doit décaler de 3 crans et ça nous fait donc 1, ça. Donc ça fait quasiment 1,2, d'accord? C'est-à-dire quasiment du 20%. En fait, ça fait plus 19,9%. Hein, parce que je rappelle que ça veut dire que le 1 plus TG, un T global,
hop, sur 100 est égal à 1,199, on enlève 1 de chaque côté, donc en fait ça devient comme ça, ok, on multiplie par 100, et donc on décale de cran, et donc c'est ça qui me permet de voir à l'œil directement que ça fait 19,9%. Encore une fois, si les calculs ça vous fait perdre l'esprit, etc., ne vous préoccupez pas de ça, il faut comprendre la formule, et après utiliser une calculatrice, puis ça ira très bien, d'accord? Voilà, donc le taux global, si on fait une hausse de 10%, puis une hausse de 9%, ça ne fait pas une hausse de 19%, ça fait une hausse de 19,9%, donc quasiment 20%. Ce qu'il faut retenir, c'est que les évolutions en pourcentage, ce sont des multiplications et non pas des additions ou des soustractions. C'est ça le piège. Si vous avez 10% et puis après vous avez encore 10%, ça ne fait pas 20% en fait. Parce que c'est 1,1 fois 1,1 qu'il faut faire. Donc ça fait 21% d'augmentation. D'accord? Donc c'est vraiment ça c'est capital, parce que tout le monde se fait avoir avec les pourcentages, parce que notre cerveau, il n'est pas câblé pour le principe multiplicatif. Donc méfiez-vous quand il y a des pourcentages, raisonnez toujours en coefficient multiplicateur pour vous rappeler que l'opération, c'est la multiplication. Et ce qui veut dire au passage que si on a le même taux qui est appliqué plusieurs fois, ben ça nous amène à des puissances. D'accord? Voilà. Donc maintenant, je vais faire un cas où on a une hausse puis une baisse, pour comme ça vous voyez un petit peu que c'est la même cuisine en fait, au final. Donc si je fais plus 10%, et cette fois, le deuxième coup, je fais moins 9%, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ou d'ailleurs même, tiens, on va faire plus 10% et puis moins 10%. À votre avis, est-ce que si on fait plus 10% et puis moins 10%, est-ce qu'on revient à zéro? Donc, Q1, je pense que vous commencez à connaître la musique, ça fait 1,1 fois Q0. Et Q2, bah, ça fait 0,9 fois Q1. Donc, ça fait 0,9 fois 1,1 Q0. Donc, l'évolution globale, le calcul à faire, c'est 0,9 fois 1,1. Donc, si on multiplie tout par 10, ça fait 9 fois 11, et donc ça fait 99, mais divisé par 2, donc ça fait 0,99. Donc, en fait, l'évolution globale, c'est une perte de 1%. Si on fait une hausse de 10% puis une baisse de 10%, on a une perte de 1%. Alors, où est l'arnaque? Il n'y a pas d'arnaque, hein, en fait. Je dis ça, où est l'arnaque, parce que vous dites, ouais, si on fait une hausse de 10% puis une baisse de 10%, parce que, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est extrêmement important, et encore une fois, c'est important dans la vie de tous les jours, c'est que lorsque vous faites une hausse de 10%, ça veut dire 10%, c'est une proportion. C'est 10% de plus que la quantité que vous aviez au départ. Donc, ça veut dire que la quantité à l'arrivée est plus grosse que la quantité de départ. Donc, lorsqu'on va faire la baisse de 10%, on ne la fait pas par rapport à la quantité de départ, on la fait par rapport à la quantité d'arrivée. Donc, ce 10%, il représente plus. Puisque comme son nom l'indique, 10%, c'est 10 si on a 100. Mais si on a déjà fait une augmentation de 10%, on a plus 100, on a 110. Donc, le 10% de 110, c'est pas 10, c'est 11. Voilà le truc. J'espère que ça vous a mis les idées au clair. Donc de façon générale, quand on a une évolution, c'est Q0, hein, il faut que je sois cohérent avec moi-même, on a un premier taux qu'on va appeler T0, hein, tout simplement. Voilà. Et ensuite, on a un deuxième taux qu'on va appeler T1. Alors là, c'est plus ou moins, bon, voilà, on va mettre moins pour changer, mais comme j'ai dit, si on raisonne en termes de T plus ou moins négatif, ça change. Par contre, pour la formule, c'est important quand vous calculez les histoires de coefficient multiplicateur, il faut faire attention si vous vous êtes mis d'accord, si vous mettez un moins ou si vous mettez un plus. Voilà, donc là, concrètement, ça fait quoi? Ça veut dire que Q1, c'est égal à 1 plus T0 sur 100 fois Q0. Et donc, Q2, c'est 1 moins, parce qu'on a dit qu'on faisait un moins ici, on a dit qu'on faisait une baisse. C'est 1 moins T1 sur 100 fois Q1. Et comme lui-même il est égal à 1 plus T sur 100 Q0, bah, simplement, on multiplie les coefficients multiplicateurs. C'est pour ça que la chose la plus importante à comprendre et à utiliser, ce sont les coefficients multiplicateurs. Ben voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit par rapport à ces évolutions successives. Donc du coup, maintenant, on va s'intéresser à l'évolution réciproque. Et après, je sais pas s'il y a les évolutions moyennes. Ouais, c'est pas dit, mais je vais le faire parce que c'est intéressant.
Ça vous permet de raisonner. Non, ça c'est problème de première, on verra plus tard. Ouais, on va faire ça. Alors, évolution réciproque, c'est quoi? C'est par exemple, on a une augmentation de, euh, peu importe, disons de 10% pour fixer les idées, et on veut savoir quel est le taux qu'il faut appliquer pour revenir à la version initiale. Donc forcément, c'est une baisse, hein, on est d'accord. Mais la question, c'est justement quel est ce T qu'il faut appliquer, parce qu'on a vu que si on fait plus 10% et moins 10%, on ne revient pas au point de départ. Donc comment faire pour retrouver la valeur initiale? Donc on a dit que si on fait une évolution de plus 10%, le coefficient multiplicateur c'est 1,1. Donc la question c'est quelle est l'opération qu'il faut faire pour que on ait Q0 qui soit égal à 1 moins T sur 100 fois Q1. C'est-à-dire concrètement 1 moins T sur 100 fois 1,1 Q0, de sorte que ce qui est là, ça fasse 1, hein, pour qu'on ait Q0 égale Q0. Donc le calcul à faire, c'est ça. C'est 1 moins T sur 100 fois 1,1 égale 1. C'est ça l'équation à résoudre. Bon, ben, la première chose à faire, hein, c'est tout bête en fait. Une fois qu'on a posé ça, il y a zéro difficulté. Il faut diviser par 1,1. Retrancher 1. Alors au passage, hein, ça c'est... on va l'écrire comme ça, ce sera plus pratique. 1 sur 11 sur 100. 11 sur 10, pardon. Voilà pourquoi, parce que l'intérêt, c'est que ça fait 10 sur 11 après. Voilà. Du coup, on enlève 1, donc si on enlève 1, ça veut dire qu'on fait moins 11 sur 11, hein, c'est pour ça que je l'ai écrit comme ça, parce que du coup ça fait moins 1 sur 11. Voilà. Maintenant on multiplie par moins 100, et ça nous donne le t. T ça fait 100 divisé par 11, donc ça fait un chouïa plus que 10. Ça nous fait 9,09. Attention, 9,09. Voilà. Donc si on fait une hausse de 10% pour venir à la valeur de départ, il faut faire une baisse de 9,09%. Alors donc de façon générale, ici, si on veut calculer la formule globale, si on fait un premier taux T0 plus T0, on a Q1. Le deuxième taux à faire, donc c'est un moins T1 forcément. Comment est-ce qu'on le calcule? On le calcule de la manière suivante. Enfin, si on veut revenir sur Q0 justement. Donc il faut faire Q0 égale 1 plus T0 sur 100 fois 1 moins T1 sur 100 Q0. Donc le calcul, en fait, c'est simplement ça qui doit être égal à 1. Donc le calcul à faire, c'est, on va mettre ça à gauche, 1 moins T1 sur 100 facteur de 1 plus T0 sur 100 égale à 1. Donc ça, il faut développer, c'est pas grave, il faut bien garder à l'esprit que ça, c'est ce qu'on cherche, c'est inconnu, et ça, c'est connu. D'accord? Donc si on fait ça, on est parti, donc ça nous fait 1 fois 1, ça fait 1. Je vais mettre des couleurs pour que ça soit plus clair. On fait ça fois ça, puis ça fois ça, d'accord? Donc ça nous fait 1 au carré, donc ça fait 1, plus T0 sur 100, encore une fois, T0, il est connu. Et ensuite, on a ça, puis fois ça, avec T1 qui est inconnu. Donc j'ai envie de dire, en fait, on va pas le distribuer, on va le garder comme ça en disant moins T1 sur 100, et on met le reste en facteur. Voilà. Donc du coup, on fait moins 1 de chaque côté, donc ça s'en va. Et ça passe de l'autre côté. Donc on se retrouve avec T1 sur 100, 1 plus T0 sur 100, égale moins T0 sur 100. Bon déjà, si on multiplie par moins 100, ça dégage. Et maintenant, après, on n'a plus qu'à diviser par ça. Et donc on a une formule. T1 égale T0 divisé par 1 plus T0 sur 100.
On peut même simplifier encore cette formule en disant que ça fait 1 divisé par 1 sur t0 plus 1 sur 100. Voilà. Et si on n'aime pas trop le fait d'avoir ce bazar comme ça, c'est vrai que c'est pas terrible. Partant de là, on peut mettre tout sur 100 en bas. Et ça nous fait 100 plus t0 sur 100, t0 en haut. Et du coup, on met l'inverse, donc ça nous fait 100 t0 sur 100 plus t0. Mais bon, on peut pas faire beaucoup mieux que ça, hein, c'est un peu dégueu. Sachant que dans la pratique, c'est assez simple. Hein. Si on reprend notre cas de tout à l'heure, on peut retrouver le résultat assez rapidement. Donc c'était t0 c'était 10, donc ça fait 100 fois 10 sur 100 plus 10. Donc 100 fois 10, ben, ça fait 1000, divisé par 110. On peut déjà enlever cela de 0 et ça nous fait 100 sur 11, hein, exactement ce qu'on avait trouvé. Donc vous voyez que quand on applique numériquement, c'est pas très compliqué en fait. Voilà, ça pourrait être l'objet de faire une petite séance Python, on fait un petit programme pour calculer ça, mais voilà quoi. Non, maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt si on a une hausse de 10%. Je mets 10% parce que c'est des chiffres qui sont faciles à calculer de tête, comme ça vous pouvez voir, mais vous avez bien vu qu'une fois qu'on a la formule, on peut le faire avec n'importe quelle valeur, hein, il faut pas se laisser avoir. Hein. On a une hausse de 10%, puis après on a une hausse de, je sais pas, de 5%, voilà, par exemple. Et on veut savoir quel est le... non, pardon, c'est pas ça. Ça, on l'a déjà fait. C'est pas ça que je voulais faire. Ça, on l'a déjà fait. Non, vous voulez par exemple une annualisation. Par exemple, quand, justement, typiquement dans les investissements, hein, parlons concret. Si on vous dit, oui, voilà, le placement, il fait 6% par an. Très bien, mais sauf que, franchement, il y a très peu de personnes qui raisonnent en année. C'est comme quand les gens ils disent, ouais, le salaire, c'est machin, tant d'argent par an. On s'en fout. C'est par mois que tout le monde paye ses factures. C'est par mois que vous payez le loyer, l'électricité et compagnie. Donc, c'est vachement mieux de raisonner en termes de mois. Donc, la question, c'est si ça fait 6% par an, ça veut dire que si on passe de Q0 à Q1, on a fait plus 6%. D'accord, mais du coup, combien ça ferait en taux moyen pour chaque mois? Ben en fait, il faut raisonner cette fois en mois. Il y a combien de mois dans une année? Il y en a 12. Donc ça veut dire qu'on aurait ici, on aurait un certain taux, d'accord, qui serait constant. Et puis après, on aurait ici. Et on continue comme ça jusqu'au 12e mois, d'accord? Donc ça veut dire, et je mets à chaque fois plus T%. D'accord. C'est ça qu'on va chercher. C'est ça l'équation. C'est ça le problème qu'on veut résoudre. C'est ce qui est un problème extrêmement concret. Quand on vous donne un pourcentage par an, vous, ce qui vous intéresse, c'est de savoir combien ça fait par mois. Et non, ce n'est pas divisé par 12. Parce que justement, on a vu qu'à chaque étape, on doit multiplier. Donc, regardons déjà juste si on fait 2 années. D'accord. Si on fait 2 années, on a vu que tout à l'heure, la formule, de toute façon, on peut la réécrire bêtement, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on fait, voilà, Q1 c'est 1 plus T sur 100 fois Q0, et Q2 c'est 1 plus T sur 100 fois Q1, et maintenant on remplace Q1 par son expression en fonction de Q0, et donc ça nous fait 1 plus T sur 100 au carré fois Q0. D'accord. Et sauf que, mettons que, alors pour simplifier le problème, mettons qu'on sait que sur 2 mois ça fait 6%. D'accord. Donc là on fait une espèce de problème simplifié sur 2 mois. Ok. Donc c'est-à-dire que pour passer de Q2 à Q0, on a fait plus 6%. Donc ça veut dire que le coefficient multiplicateur, on le connaît. 1 plus, pardon, c'est pas 6, 1 plus t sur 100 au carré est égal à 1 plus 6 sur 100. D'accord. Donc là, pour que les choses soient très très claires, ce qu'on est en train de calculer, c'est si le taux sur 2 mois c'était 6%, quel serait le taux pour chaque mois? Pour que ça soit rigoureusement égal. C'est pour ça qu'on met un égal. D'accord. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On doit prendre la racine carrée de ça. Et après, c'est facile, après on enlève 1 et on multiplie par 100, tout simplement. Poussons un peu la chose, si on fait sur 3 mois. Si on fait sur 3 mois, ici, on va plus se retrouver avec du carré, on va se retrouver avec du cube, puissance 3. Et donc ici, il y aura cube, et il faudra faire la racine cubique. Et donc, vous avez compris l'histoire, sur le 12e mois, le 12e mois, ce sera 1 plus t sur 100,
à la puissance 12 fois Q0. Et donc le coefficient multiplicateur de l'année, ce sera 1 plus t sur 100 à la puissance 12, qui sera égal à 1 plus 6 sur 100. Donc du coup, il va falloir prendre la racine 12e. 1 plus t sur 100 égale 1 plus 6 sur 100. Alors, j'ai pas envie de faire une racine, je vais dire que c'est puissance fractionnaire. Je vous rappelle, je vous ai montré que les racines carrées sont des puissances fractionnaires. Bah, les racines cubiques, c'est des puissances fractionnaires, et en fait, la racine nème, c'est 1 sur n, puissance 1 sur n. Et donc, du coup, concrètement, ça nous fait, on fait moins 1, donc ça nous fait ce truc-là, puissance 1 douzième, moins 1, et après, on multiplie le tout par 100 pour avoir le taux. Après, là, évidemment, on va prendre une calculatrice. Station que 1 plus 6, ça fait 1,06. Hein. Voilà. Donc, on va prendre une calculatrice. Et vous allez voir qu'après, on va refaire le calcul dans le temps. Évidemment, vous imaginez bien que si on prend une racine douzième, forcément, le résultat, il va être... Merde. Le résultat, il va être nécessairement approximatif. Alors, on va mettre ça comme ça. On fait un multiplier, on met une parenthèse. Et on fait 1,06 à la puissance, alors attention, puissance 1 douzième, voilà, moins 1, attention, moins, merde, moins 1, et on ferme la parenthèse. Ok, donc ça nous fait, alors attendez que je fais, ah non mais j'ai fait des bêtises, parce que ici, c'est pas 5, voilà, ça nous fait 0,48, ouais c'est ça, 0,4868. D'accord, on va dire allez 0,49 pour simplifier. Donc ça veut dire que si on a du 6% par an, ça revient à faire du 0,49% par mois. Donc on va refaire le chemin dans l'autre sens hein, pour que ça soit très clair. Ça veut dire que chaque mois, on fait plus 0,49%. D'accord? Donc voyons voir un petit peu comment ça se passe. Donc si on fait 1 plus 0,49% pour le premier coefficient multiplicateur de la première année, donc ça veut dire qu'on fait 1, non, c'est pas 1,49, pardon, c'est 1,0049, hein, parce que c'est 0,49 auquel on divise par 100, donc on a décalé d'un cran. Le deuxième coefficient multiplicateur, alors ce qu'on va faire, parce que c'est très relou de faire des calculs à la main, on va prendre Python et on va faire un petit calcul, parce que ça va bien 2 minutes, ça. Hein, ça va bien 2 minutes, ça. Alors, Python. Parce que vous voyez que la théorie, c'est pas très compliqué au final, mais quand on fait des calculs, ça devient vite chiant, en fait, tout simplement. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre C0 égale 1,0. On va même le mettre comme ça, on va le mettre avec les parenthèses, 1 plus 0,49 divisé par 100. Voilà, pour que vous le voyez bien. Voilà, et on lui dit c'est 0, et ça fait bien 1,0049. Donc ça c'est pour la première année, donc c'est la puissance 1, et nous on va le faire la puissance 12. Donc on va lui dire c'est 0, puissance 12, et on va s'approcher de 6%, ce ne sera pas exactement 6%, d'accord? Enfin ça c'est le coefficient multiplicateur, et si on fait ça moins 1, ça va nous donner le... Si on fait ça moins 1 et le tout fois 100, ça va nous donner exactement l'équivalent de 6%. Alors attendez, hop, voilà. Ok, donc ça fait 6,04. Parce que vous vous rappelez, c'était 0,4867. Donc en arrondissant à 0,49, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt arrondir à 0,48, parce que sinon c'est trop optimiste. Sinon on a une déception. Donc il vaut mieux avoir un taux qui est légèrement inférieur à ce qu'on va trouver pour de vrai, et avoir donc une bonne surprise que avoir une mauvaise surprise. D'accord? Voilà. Donc à 0,48% par mois, ça nous fait du 5,91% par an. C'est peut-être la chose la plus importante. Avant, il me semblait que c'était dans les programmes de première. Mais voilà, ça c'est ce qu'on appelle donc déterminer le taux moyen. Donc je répète parce que c'est très contre-intuitif. Si on vous donne un taux d'évolution par an, vous devez le mensualiser. Et pour le mensualiser, il faut bien refaire la mécanique de dire ça voudrait dire quel serait le taux constant qu'on aurait chaque mois. D'accord? Et donc du coup, comme c'est un principe multiplicatif, on multiplie par le même coefficient, donc on obtient la puissance. Donc un an avec des mensualités
constante, ça fait bien. Donc, puissance 12. Donc, pour savoir le taux d'évolution mensuelle, il faut bien faire la puissance 1 sur 12, donc la racine 12e. Ok? Voilà, c'est la chose la plus importante. Parce que concrètement, c'est ça, dans les placements financiers par exemple, c'est exactement comme ça que ça marche. Je pense que j'ai bien expliqué ça. Les indicateurs d'une tendance centrale, calculer une moyenne pondérée, bon, ça c'est assez facile, mais on va le faire quand même. Il faut savoir faire ce genre de truc. Donc, moyenne pondérée, bah, c'est typiquement les notes avec les coefficients. D'accord? Vous avez, on va dire, allez, on va dire 3 notes. Donc, on va appeler ça les modalités, d'accord? Donc, vous avez par exemple 10, vous avez 8, puis vous avez 11. Et on va dire que les coefficients, on va les appeler CI. Les coefficients, vous avez, mettons, coefficient 1, coefficient 2 et coefficient 3. Voilà. Et donc, du coup, la moyenne, qu'on va noter x bar, ça va être 10 fois 1, plus 8 fois 2, plus 11 fois 3, divisé par 1 plus 2 plus 3. Donc, vous faites chaque contrôle multiplié par son coefficient, vous additionnez ça pour tous les contrôles, et vous divisez par le nombre total de coefficients. Donc si on veut formaliser ça, d'ailleurs je vais les appeler plutôt au lieu de coefficients. Ouais, allez, je les appelle coefficients, ça c'est pas grave. Donc du coup, ça, on a un symbole pour dire que c'est la répétition de la somme, c'est sigma, parce que la lettre grecque sigma, ça veut dire S. Et ici, l'effectif total, on va dire que c'est N. Et ici, on va avoir XI fois CI divisé par la somme totale des CI. Donc concrètement ici, qu'est-ce qu'on a fait? Si on réécrit, on adapte ça avec la formule, on a fait de i égale 1 jusqu'à 3, xi fois ci, divisé par le total des ci de i égale 1 jusqu'à 3. Le total des ci, ici, on peut le calculer, on peut l'appeler n par exemple. N majuscule, hein. C'est pas le même que celui-là. C'est donc C1 plus C2 plus C3. Et donc ça correspond ici à 6. Ok? Donc, souvent, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on peut écrire cette formule en disant on met le 1 sur n devant, et ensuite, on fait ça. Ça, c'est une façon de faire. Ou une autre façon de faire, c'est de dire on considère que FI, la fréquence, c'est CI divisé par la somme des CI. Donc, ce qui fait que vous avez deux formules. Vous avez la formule 1 sur n, la somme de i égale 1 jusqu'à n de xi fois ci, et vous avez la formule la somme des xi fois fi de i égale 1 jusqu'à n. C'est la même chose, en fait. D'accord? Parce que fi, c'est ci sur n. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la moyenne pondérée. Pondérée parce qu'il y a des poids. Les coefficients, on appelle ça aussi des poids. D'accord? Bon. De toute façon, on reverra ça parce qu'en probabilité, c'est la même formule. La différence d'interprétation, c'est qu'en probabilité, c'est de la théorie, c'est sur des choses qui ne se sont pas produites, alors qu'en statistique, ce sont des choses qui se sont produites, ce sont des données observées. Donc des données à réaliser. D'accord? Mais c'est le même principe. Il y en a un, c'est prescriptif et l'autre, c'est descriptif. Ok, maintenant les formules classiques sur la moyenne. Donc là, on avait 3 notes et la moyenne, on ne l'a pas calculée au passage. Donc ça fait 10 plus 16, donc ça nous fait 26. 26 et 33, ça nous fait 59. On va écrire ici. X bar, on va dire pour 3 parce qu'il y a 3 notes. C'est 59 divisé par 6. D'accord? Et 59 divisé par 6, ça marche pas. Ça tombe pas juste, je veux dire. Puisque 6, c'est 59, c'est 54 plus 3. Donc ça fait 54 sur 6. Plus 5, j'ai dit 3, c'est 5. Plus 5 sur 6. Voilà. 54, ça fait 9. 54 sur 6. 9 plus 5 sur 6. 5 sur 6, ça fait... 5 sur 6, ça fait 6 sur 6 moins 1. Pourquoi je vous dis ça? Parce que du coup, ça nous fait... On va l'écrire comme ça. Ça nous fait 10 moins 1 sur 6.
Et 1 sur 6, on a vu que c'était 0, 16, 16, 16, 16, 16 à l'infini, donc du coup, ça nous fait à peu près 9,83. Ok. Si on prend une calculatrice, on va voir qu'on obtient exactement la même chose. Alors, 59 divisé par 6, 9,83. Ok. Voilà. Ne vous jetez pas sur les calculatrices, même si vous n'êtes pas confiant. Au contraire, prenez l'habitude de faire d'abord les calculs à la main et après vous vérifiez sur la calculatrice. Donc ça, c'est la note moyenne. Donc on voit que le coefficient 2, il a plombé. En même temps, c'est normal, parce que moins 2, coefficient 2, ça fait moins 4. Et vous allez dire, ouais, mais il y a un 11 coefficient 3. Bah oui, mais sauf que 1 de plus, fois 3, ça fait 3. Donc moins 4 plus 3, ça fait négatif, moins 1. Ok. Parce que les coefficients, ça veut rien dire d'autre que le fait qu'un un contrôle coefficient 2, c'est comme s'il y avait deux contrôles coefficient 1. C'est tout. C'est une façon compacte de réécrire l'information. Donc, ça, c'était notre première moyenne. D'accord. Donc, je remets les notes ici pour que ça soit très clair. On avait 10 coefficient 1, on avait 8 coefficient 2, et puis on avait 11 coefficient 3. Imaginons qu'il y a un nouveau contrôle. On a rajouté une note. On a rajouté une note, on a un nouveau contrôle, et on a 9 coefficients 1, et puis on a encore un contrôle, et cette fois on a 11 coefficients 2. Est-ce que ça va suffire à rattraper la moyenne? Ou pas? Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va pas recalculer tout, ça on l'a déjà calculé, ça. Ça, c'est comme si c'était 9, alors, le truc c'est que 9,83 ça tombe pas juste, donc là il faudrait prendre la valeur exacte. Hein. Donc je vais prendre la valeur exacte, même si ça n'a pas de sens de dire 59 sur 6, mais je vais quand même prendre la valeur exacte. Et c'est comme si on avait une nouvelle situation où on avait xi égale 59 sur 6, de coefficient 6, et deux autres notes, voilà, 9, voilà. Ok. Donc du coup, si on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ça, on refait la nouvelle. Donc cette fois, il y avait les 6 notes plus 2 notes, donc ça fait. Non, pardon, il y avait 3 notes plus 2 notes, donc ça fait 5 notes. Donc la moyenne comme ça fait quoi? Ça fait cette grosse note là, 59 sur 6 fois son coefficient, donc fois 6, plus 9 fois 1, plus 11 fois 2, le tout divisé par 6 plus 1 plus 2. 6 plus 1 plus 2. Ok, donc 9, hein, au passage. Voilà, donc du coup, ça nous fait, bah ça, évidemment, ça se simplifie, hein, c'était le but de la manœuvre, donc ça nous fait 59 plus 9 plus 22 sur 9. D'accord. Donc 59 plus 9, ça nous fait 68. 68 et 2, 70 et 20, 90. Divisé par 9, bim bam boum, la vie est bien faite. Une autre façon de voir les choses, c'est de dire, bah, ces deux nouveaux contrôles, on pourrait les regrouper, parce qu'en fait, ça se trouve, ça c'est le premier trimestre, et ça c'est le deuxième trimestre. Souvent le deuxième trimestre il est beaucoup plus court, parce que le mois de février il est plus court et tout ça, et il y a les vacances, machin, et donc du coup on se dit, bah ouais, mais ça si on calcule cette moyenne, bah d'accord, ça fait 9 fois 1 plus 11 fois 2, divisé par 3, d'accord, ça nous donne la moyenne intermédiaire, qu'on pourrait appeler x2, ok, x2 bar, voilà, et donc cette moyenne intermédiaire, ça fait quoi? Ça fait 9 et 22, ça fait 31, divisé par 3. Donc ça tombe pas juste au passage, hein, ça fait 30 sur 3, donc c'est-à-dire 10 plus 1 tiers, donc ça fait à peu près 10,33. Mais si on prenait les versions approximatives avec des virgules, on perdrait de l'information, alors qu'on a vu que quand on prend toute l'information, on obtient sur un résultat pile poil. D'accord? Mais pour le souci de la démonstration, on va montrer que, en fait, si on fait le calcul de la moyenne x3 bar et de la moyenne x2 bar, donc c'est-à-dire ici on a avec leurs coefficients, pardon, j'avais oublié les coefficients. Si on fait les moyennes de x3 bar avec son coefficient, donc il y avait 3 notes, plus x2 bar, donc avec son coefficient, il y avait 2 notes. Non, pardon, j'ai dit, il y avait 3 notes, certes, mais le coefficient c'était 6, le coefficient total, donc c'est ça qu'il faut faire ici, et là le coefficient total c'est 3. Voilà. Ok. Voilà, donc si on fait ça, ça nous fait 59 sur 6, plus l'autre, on a dit quoi? On a dit, il est là, 31 sur 3. Voilà. Oui, j'ai oublié de faire le x6. Tac, tac, tac. Voilà, 59 sur 6 fois 6, plus 31 sur 3 fois 3, et divisé par le total. Le total, c'est 9. Voilà. Donc ça nous fait exactement le même calcul. 59, parce que les 6, ils se simplifient, et plus 31, parce que les 3, ils se simplifient, sur 9. Ok. Donc ça fait bien 90 sur 9, et donc ça fait bien 10.
Donc ce qu'on vient de dire là, c'est que en fait, on peut regrouper des moyennes en tenant compte des coefficients. C'est ça une moyenne pondérée, en fait. Et c'est ça la propriété de linéarité, c'est-à-dire que si on appelle S de x à 5, c'est égal en fait à S. Je sais pas pourquoi je l'ai appelé S, je vais pas l'appeler S parce que c'est pas somme, c'est une moyenne. Comment est-ce que je pourrais l'appeler? Je vais l'appeler M, tiens, voilà. Donc M de x5, c'est en fait M de x3 plus M de x2. D'accord? C'est la somme des moyennes. Mais la somme des moyennes pondérée, hein. C'est important le pondéré. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte des coefficients. Ça, c'est une des propriétés de la linéarité. Une autre propriété de la linéarité, c'est que si je multiplie toutes les notes par 2, alors pour multiplier toutes les notes par 2, c'est un peu abusé. On va donner un autre exemple. Enfin, quoique, il est très bien mon exemple en fait, je suis en train de me dire. On va reprendre mon tableau ici et on va rajouter des points. Alors attendez, on va le remettre ici. Voilà. 10, 8, 11, 9 et 11. Ouais, j'ai mis 2 fois 11, ouais, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, ça peut arriver en plus, hein, c'est des notes, donc ça peut tout à fait arriver. C'était 10 d'abord, un raté. Voilà, 10, 9, non, c'était 8, je sais pas lire. Voilà, 11, 9 et 11. Voilà, et ici on a 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Ok? Donc ça, c'était les notes initiales. Trimestre 1, trimestre 2. Bon, imaginons que on multiplie toutes les notes par 1,1. Parce qu'on dit, ah, voilà, la classe est trop mauvaise, on va multiplier par 1,1. Très bien. Allez, c'est parti. Donc on a les nouvelles notes. Là, on a vu que la moyenne, c'était 10. Hein. Si on multiplie toutes les notes par 1,1, bah 10 fois 1,1, ça fait 11. 8 fois 1,1, ça fait 8,8. 11 fois 1,1, ça fait 12,1. 9 fois 1,1, ça fait 9,9. Et 11 fois 1,1, ça fait 12,1. Par contre, les coefficients, ils n'ont pas changé. Donc là, on va faire le calcul. Moi, je vous affirme que la nouvelle moyenne, ça va être l'ancienne moyenne multipliée par 1,1. C'est-à-dire 11. Faisons le calcul et voyons si ça marche. Donc on va l'appeler, je sais pas moi, x5 prime, bar. Voilà. Donc ça fait 11 fois 1, plus 8,8 fois 2, plus 12,1 fois 3, plus 9,9 fois 1, plus 12,1 fois 2, divisé par 9, parce qu'il y a 9 notes. Bon, ben on est parti, donc 11 fois 1, ça fait 11. 8,8 fois 2, ça nous fait 17,6. Ensuite, ça nous fait 36,3. Ça nous fait 9,9. Ça nous fait 30. Non, c'est x 2, donc c'est 24,2 sur 9. Voilà, donc on additionne tout ça. Donc là, on peut voir que les décimales vont s'arranger parce que ici, on a 0,9. 0,9 et 0,9, ça fait 1,8 et 0,2, ça fait 2. Donc en fait, on peut additionner sans les virgules et après on ajoute 2. Donc ça fait 11 plus 17 plus 36 plus 9 plus 24 plus 2. Voilà, et donc ça se simplifie. Donc ça fait 28. Ça fait 26. Et ça fait 45. Donc 28 plus 45 plus 26 sur 9 toujours. Voilà. Donc ça nous fait 28 et 26, ça fait comme si c'était 27 et 27. 27 et 27, ça fait 54. 54 et 45, ça fait 99. Boum, ça tombe exactement comme c'était annoncé. Bon, vous n'êtes pas obligé de tout faire à la main, d'accord, hein, mais c'est juste pour montrer que c'est exactement ça. Donc la deuxième propriété, donc la première propriété, c'est que, en fait, je l'ai écrit comme ça, mais c'est pas comme ça qu'il fallait l'écrire. C'était plutôt comme ça qu'il fallait l'écrire. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut le faire. La moyenne de x3 plus x2, c'est la moyenne de x3 plus la moyenne de x2. Et ce qu'on vient de voir, c'est que la moyenne de a fois x5,
c'est A fois la moyenne de x5. Ou ici, A il valait 1,1. Ok? C'est ça les propriétés de linéarité de la moyenne. Pour les indicateurs de dispersion, on va les calculer. On va les calculer. Mais sachant que, rassurez-vous, tous ces trucs-là, on les automatise avec Python. Hein, Mais il faut quand même savoir calculer à la main comment ça marche ces trucs-là pour après les programmer. Parce que si vous ne savez pas les calculer, vous ne pourrez pas les programmer. D'accord? Parce que quand je vous dis ça se calcule avec Python, oui, le Python a déjà des fonctions déjà préprogrammées, mais le but, c'est d'apprendre à programmer. D'accord? C'est important. Quand on programme, il faut d'abord résoudre le problème sur le papier avec la main, et le stylo, et la feuille. Bref, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, l'intervalle interquartile, donc il faut que je parle des quartiles. Il faut que je parle des. D'abord parler de l'écart-type avant des quartiles, parce que c'est pas très logique de nous parler d'interquartile après avoir parlé de la moyenne, parce que les quartiles, c'est rien à voir avec la moyenne en fait. Par contre, l'écart-type, ça se calcule via la moyenne. Mais avant ça, il faut calculer ce qu'on appelle la variance. Alors, pour que vous compreniez qu'est-ce que c'est que cette histoire de variance, on va faire la chose suivante. Imaginons, je le dis oralement parce que comme ça c'est facile à visualiser et ce sera beaucoup plus simple après, que vous ayez une classe A où la moyenne de la classe c'est 10 parce que en fait il y a la moitié des élèves qui a 0, l'autre moitié qui a 20. Et il y a un nombre pair d'élèves, ce qui fait qu'il y a le même nombre d'élèves qui a 0 et le même nombre d'élèves qui a 20. Donc s'il y a exactement la moitié de la classe qui a 0 et la moitié de la classe qui a 20, la moyenne c'est 10, d'accord? Et vous avez la classe B, la moyenne de la classe c'est aussi 10, mais sauf que cette fois il y a tout le monde qui a la même moyenne. Si tout le monde a 10, bah, la moyenne c'est 10. Vous voyez bien qu'il manque énormément d'informations, parce que si on n'a que l'information, ah ben la classe A sa moyenne c'est 10 et la classe B sa moyenne c'est 10, eh ben on va dire bah oui ils ont la même moyenne, ce qui est vrai, elles ont la même moyenne, mais la situation est radicalement différente. Donc vous voyez que si on prend un seul indicateur, hein, je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait par rapport au fait qu'en statistique quand on choisit un seul indicateur, on perd toujours de l'information. Eh ben, on n'a pas ce qu'on appelle l'information de la dispersion, c'est-à-dire comment est-ce que les valeurs sont réparties par rapport à la moyenne. Alors la première idée qui pourrait venir, c'est de se dire, ben, on va calculer la distance. Le problème, c'est que un coup c'est en haut, un coup c'est en bas, pour la première classe, et donc ce qui fait que si on fait plus 10 et qu'après on fait moins 10, les écarts vont se compenser. Donc on ne peut pas faire la moyenne des écarts, parce que si on fait la moyenne des écarts, on va se retrouver avec une moyenne des écarts qui sera 0. Ce qui sera encore pire, parce qu'on aura l'impression qu'il n'y a pas du tout d'écart par rapport à la moyenne, alors qu'en fait, si, il y a des écarts gigantesques, puisqu'il y en a qui ont moins 10 que par rapport à la moyenne, et d'autres qui ont plus 10. Donc l'idée qui a été trouvée, c'est de prendre le carré des écarts. Mais quand on prend le carré des écarts, eh ben, on obtient une surface. Alors sur les notes, ça apparaît pas comme ça, mais si au lieu de parler de notes, on avait des tailles. Les tailles des individus, mettons qu'on mesure en centimètres, d'accord, on a des individus de 174 cm, 180 cm, et ainsi de suite. Donc si on calcule la moyenne des carrés des écarts, on va obtenir des centimètres au carré, donc c'est-à-dire des surfaces, et non plus des longueurs. Donc, quand on fait ça, quand on calcule la moyenne des carrés des écarts, on n'a plus le phénomène de compensation, parce qu'un carré c'est toujours positif, mais par contre il faut revenir à la bonne unité, et c'est pour ça que donc on prend la racine carrée. Donc l'écart type c'est la racine carrée de la variance, parce que justement on veut conserver l'unité. On a utilisé la variance parce qu'on a calculé les carrés pour ne pas avoir le phénomène de compensation plus 10 moins 10, parce que si on met au carré, moins 10 au carré, ça fait la même chose que 10 au carré. Donc quand on passe à la variance, on perd l'information qui nous permet de savoir si c'est une hausse ou si c'est une baisse, mais on n'a plus le problème de la compensation. Donc on a gagné, on a résolu le problème de la compensation, mais on perd une information en termes de sens. Est-ce que ça va vers le haut ou est-ce que ça va vers le bas? Et aussi, on a un deuxième problème, c'est que on n'a pas les mêmes unités. Donc pour revenir aux mêmes unités, on utilise la racine carrée. D'accord? Mais vous voyez que même grâce à l'écart type, on a perdu une information, c'est qu'on n'a plus l'orientation. On ne sait plus si c'est plus ou moins, donc on dira plus ou moins. D'accord? Quand on vous dit machin truc, il y a un écart type de 10, ça veut dire que c'est plus ou moins 10. Ça ne vous dit pas si c'est un plus ou si c'est un moins. Ok?
Donc, l'écart moyen à la moyenne, comment est-ce que ça se calcule? Donc, on a dit que la moyenne xn bar, ça se calculait. Alors, je l'avais donné avec les coefficients, hein, j'avais dit que c'est 1 sur n, la somme des xi fois ci, d'accord, de i égale 1 jusqu'à petit n, avec grand N qui est égal à la somme des... Ok? Bon, très bien. Et j'avais dit aussi qu'on pouvait se ramener à une formule de la fréquence, et ça fait comme ça. Ok? Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder la deuxième formule. Ce sera plus pratique. Donc si on veut faire les écarts au carré à la moyenne, ça vient à faire xi moins xn bar au carré fois fi, et on fait la somme de ça. D'accord? Et c'est ça qu'on va noter, ça j'enlève, parce qu'on l'a déjà écrit plus haut, et c'est ça qu'on va noter la variance. Voilà, de i égale 1 jusqu'à n. Et pour l'écart type, l'écart type c'est simplement la racine carrée de la variance. Je referai une vidéo spécialement sur ça, parce que là j'ai des choses à faire, je vais devoir arrêter cette vidéo. Et on va programmer de toute façon ces trucs-là avec Python, parce que vous imaginez bien que ces trucs-là à la main, ça met 110 ans à calculer. Je ferai quelques exemples rapides pour que vous puissiez le calculer. Donc là, par exemple, on pourrait faire ça. On pourrait faire ça vite fait sur les 3 notes, hein. On va pas le faire sur les 5 notes parce que c'est relou. Là, on a calculé la moyenne, c'était... non, on va le faire sur les 5 notes parce que sur les 5 notes, on a eu 10. Donc du coup, ça fait plus facile de le faire de tête. Donc on rajoute une ligne ici dans ce tableau. Donc on fait ici moins x bar, et donc vu que la moyenne c'est 10, ça nous fait 10 moins 10, 0. 10 moins 2, 10 moins 8 ça fait 2, pardon. 11 moins 10 ça fait 1, et d'ailleurs ça fait moins 2 au passage. Ici ça fait moins 1, et ici ça fait plus 1, d'accord? Donc on enlève ça parce qu'on n'a plus besoin. Voilà. Et ici on va faire les écarts au carré, donc on met ça au carré, boum, xi moins x bar au carré. Donc là, ça fait 0, là, ça fait 4, là, ça fait 1, là, ça fait 1, là, ça fait 1. Et donc, du coup, de facto, en fait, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait simplement la moyenne à partir de ça, en fait. C'est tout. La variance, c'est la moyenne des carrés des écarts. Donc, si on rajoute ces deux lignes dans le tableau, après, il n'y a plus qu'à faire la moyenne comme d'hab. Sauf qu'au lieu de prendre cette ligne-là comme référence, en fait, maintenant, on prend celle-là. Mais ça revient à faire simplement un calcul de moyenne, en fait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. D'accord? Donc du coup, en plus, comme il y a des coefficients avec 0, ça va plus vite, hein, donc v de x, ça va être égal. 0 fois 1, ça dégage. 4 fois 2, ça fait 8. 1 fois 3, ça fait 3. Plus 1 fois 1, ça fait 1. Plus 1 fois 2, ça fait 2. Divisé par la somme des coefficients, c'est la même, hein, elle n'a pas bougé. Non, attention, pardon, la somme des coefficients, maintenant, c'est le cas où il y en a 9, donc c'est 9 ici. Voilà. Donc du coup, ça nous fait 8 et 3, 11, 11 et 1, 12, 12 et 2, 14, 14 sur 3. Et du coup, maintenant, l'écart type, comme on prend une racine carrée, forcément, c'est des approximations et des machins, parce que c'est des trucs dégueulasses, racine carrée de 14 sur 3. Voilà. Donc forcément, ça, on prend de toute façon une calculatrice. C'est pour ça qu'en fait, ça n'a pas de sens de calculer ces choses à la main, parce qu'on est obligé, à un moment donné, de prendre une calculatrice de toute façon. Donc c'est un petit peu débile de faire les calculs à la main. Bon, faut savoir quand même que historiquement, quand les gens ils ont inventé ça, ils n'avaient pas de calculatrice, hein, donc ils étaient bien obligés de se taper les calculs à la main. Donc voilà, ça nous fait 2,16. L'écart type, il est de 2,16. Ok? Voilà. Donc encore une fois, dans l'organisation des calculs, c'est tout bête, on garde le tableau, on rajoute deux lignes, hein, on fait l'écart à la moyenne, et ensuite l'écart à la moyenne qu'on met au carré. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la moyenne ici c'est 10, et que l'écart type c'est 2,16. Ça veut dire qu'en gros, en moyenne, il a à peu près plus ou moins 2 points par rapport à sa moyenne. Ça veut dire qu'en gros, il oscille entre 8 et 12. Voilà, c'est ça que ça veut dire, tout simplement. Et dans ce cas-là, dans cette série, c'est foireux. L'écart type, c'est intéressant quand on a beaucoup de données et pas quand on a juste 9 notes. C'est très nul, 9 notes, c'est que dalle. D'accord? Il faut bien comprendre qu'on fait des statistiques quand on a beaucoup de valeurs. D'accord? Parce que les théorèmes qu'on a de convergence en probabilité, etc., bon, même si ça, c'est nettement du supérieur, mais c'est pour que vous compreniez d'où ça sort, que c'est pas sorti du chapeau, c'est quand on a beaucoup de valeurs, les choses convergent vers la valeur moyenne. Je vais vous donner deux exemples concrets très très rapides. Les jeux de hasard, comme ça, par exemple, le casino. D'accord? Le casino, il sait que sur des grosses valeurs, eh ben, il a un avantage euh, léger sur chaque partie, mais sur le long terme, sur le nombre de clients, sur le nombre de parties qui sont jouées, il gagne. C'est ça le truc. C'est que sur une partie, chaque joueur a effectivement sa chance de gagner, etc. Mais sur le nombre très très grand
de participants, il a une valeur moyenne qui est à son avantage. Ok? Je vous ai dit que j'en donnais deux. Je sais plus où est le deuxième. Bref, ah oui, si, le deuxième, c'était pas. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de la population, de la taille de la population. La taille de la population, c'est que si vous avez une population, une taille moyenne de la population et un écart type moyen, si vous prenez un gros échantillon, en fait, vous allez vous retrouver exactement aux alentours de l'écart type par rapport à la moyenne. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez un écart type de 10 cm, par exemple, et que vous avez une taille moyenne de, je sais pas moi, 174 cm, ben, vous avez une probabilité de plus de 80% que ça soit entre 164 et 184 cm, par exemple. Les chiffres que je dis ne sont pas des vrais chiffres, hein, c'est juste, je vous ai donné un exemple numérique pour visualiser. On prendra des vraies valeurs pour que vous voyez. Mais ça, ce sera dans les mathématiques du supérieur. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Je vérifie que je n'ai rien oublié. Oui, de toute façon, j'ai dit que je ferai le calcul. Bon, pour les écarts interquartiles, c'est très facile les quartiles, mais on fera un épisode là-dessus.